Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle diffusion de webinaire sur notre plateforme autosphère.ca. Aujourd'hui, on va aborder des sujets très intéressants dans le segment mécanique. Pour ce faire, on a un invité vraiment de qualité, vraiment exceptionnel. André Latereille, directeur national de la bannière NAPA Autopro, mais aussi depuis près de 2 ans, président de la division du Québec de l'AIA Canada. Bienvenue André. Bienvenue. Merci, d'avoir trouvé du temps dans ton horaire pour participer à notre webinaire. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. On avait établi un thème. On veut parler d'une industrie d'avenir. On va parler de 2 grands sujets. On va parler de la question de la main-d'œuvre, mais aussi au niveau de l'aspect vente dans les ateliers, dans les magasins. Quand tu as pris le mandat de la présidence de l'AIA, une des grosses préoccupations du marché secondaire de l'automobile, c'est la question de la pénurie de main-d'œuvre. Explique-moi un peu l'état de la situation. Effectivement, lorsque j'ai pris mon mandat il y a environ 2 ans avec l'AIA, avec le conseil d'administration, on a développé un plan stratégique pour sortir les grandes lignes de ce qu'on voulait travailler et élaborer au cours des 2 ans de mon mandat qui va se poursuivre avec d'autres. Un des faits les plus importants qu'on voulait faire ressortir, c'était au niveau de la relève, effectivement. Donc, nous, la relève, c'est important pour attirer les jeunes dans l'après-marché et donner l'opportunité à des jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle de pouvoir travailler dans l'industrie de l'après-marché, autant au niveau des ateliers qu'au niveau des distributeurs et des manufacturiers. Un des volets ou une initiative qu'on a pris, tous nos conseils d'administration qu'on fait 4-5 par année, on les fait dans les centres de formation professionnelle. Donc, cet objectif-là avait de nous rapprocher au niveau des jeunes qui sont appelés à venir travailler dans l'après-marché, de développer des relations avec les directeurs et les professeurs de ces centres-là. Et à chaque endroit où on va, on fait une visite des centres. C'est impressionnant de voir tous les outils qu'ils ont à leur point de vue pour pouvoir former les jeunes. Comment ils voient ça, votre arrivée, les étudiants? Est-ce qu'ils vous côtoient? Est-ce qu'ils vous voient? Oui, ils nous côtoient, ils voient ça par curiosité, ce qui est intéressant pour nous. Des fois, à l'occasion, on reste là sur l'heure du midi pour discuter avec eux, aller dans la cafétéria. On a eu l'opportunité à certains endroits où ils suivaient des cours, pas pendant la période d'examen, mais ils étaient en train de suivre des cours avec les professeurs. Le professeur nous a présenté aux jeunes. Ça donne l'opportunité aux jeunes dans l'après-marché de sensibiliser les jeunes qui ont une opportunité de venir travailler dans l'après-marché, qu'il y en a qui n'avaient pas, qui pouvaient avoir cette opportunité-là. Ça nous permet, comme on peut dire, de casser la glace puis d'être près des jeunes, des futurs étudiants, la relève pour notre industrie. Oui, il y a une compréhension mutuelle qui se développe là, juste de les côtoyer. Effectivement. On parle beaucoup de pénurie en techniciens, mais je pense que le besoin est vraiment dans tous les sous-secteurs là, de l'industrie. Ça peut être au comptoir, ça peut être aux pièces. Comme tu disais, il n'y a pas juste un besoin de technicien. Là. Effectivement, il n'y a pas juste un besoin au niveau de techniciens ou mécaniciens ou de conseillers techniques dans nos ateliers. Il y a également un besoin, que ce soit dans nos magasins, au niveau en tant que commis comptoir, en tant que représentant des ventes. Puis il y a des belles opportunités dans l'après-marché pour quelqu'un qui veut, il veut devenir un entrepreneur, il veut progresser. Au niveau des ateliers mécaniques, le jeune qui commence chez nous avec un bon programme d'intégration, apprendre le métier, par la suite, il peut devenir propriétaire de son atelier. Et cette opportunité-là se présente également pour lui. C'est avec une bonne base, avec la connaissance mécanique, il peut être représentant des ventes, il peut être représenter les lignes de produits, que ce soit chez un distributeur autant qu'un manufacturier. Fait qu'il y a des belles opportunités qui sont plus grandes que simplement dans un atelier mécanique. C'est intéressant ce que tu dis, André, parce que c'est un métier, mais ça peut ouvrir aussi sur une carrière. On peut se développer au sein de l'entreprise, on peut développer, je regarde les formateurs, souvent les formateurs de tous les réseaux, où ce sont des mécaniciens d'origine, il y a des bons représentants aussi, il y a des dirigeants de plusieurs entreprises de l'après-marché qui sont des gens qui sont allés chercher une technique en mécanique. Là. Effectivement, puis on en a beaucoup dans notre réseau, NAPA Autopro, des gens qui sont propriétaires de leur atelier, qui ont 12 employés à leur charge, qui ont débuté en tant que mécaniciens, puis qui ont progressé, puis ont fait des investissements. Puis aujourd'hui, c'est des très beaux entrepreneurs. Puis ça existe également, comme tu mentionnais, autant dans le réseau, au niveau des magasins et dans la haute direction et même des bureaux-chefs. Il y a des gens qui ont commencé en tant que mécaniciens puis qui ont progressé ou qui ont commencé comme comptoir. Puis il y avait des opportunités de progresser dans ces réseaux-là. Oui. Fait que je pense que ce ne serait pas une mauvaise stratégie de dire aux propriétaires d'ateliers qui sont en recherche d'emploi, pas de faire des promesses, tu vas voir, tu vas être actionnaire, tu vois, tout ça, ça va t'appartenir.
peut-être pas, mais au moins de laisser briller la possibilité qu'ils puissent se développer. Programme de formation, encadrement, développement, et à la lumière de ses talents, à la mesure de ses talents, de faire avancer dans l'entreprise. Effectivement, puis nous, ce qu'on préconise beaucoup, tantôt tu mentionnais au niveau de l'OIA, ce qu'on sensibilise beaucoup nos propriétaires d'ateliers mécaniques, c'est le programme d'intégration, c'est ça qui fait la foi de tout. C'est de s'assurer que lorsqu'un nouvel élève, un nouvel employé, un ancien élève, un nouvel employé se gère à l'équipe, c'est pas de le laisser par lui-même, c'est pas juste de le faire passer le balai, c'est de bien l'intégrer. Ils vont avoir tout le bon bagage d'expérience au niveau théorique, mais ils ont besoin de l'appui au niveau de mécanique, de le jumeler avec une personne qui a plus d'expérience en tant que mentor ou en tant que coach, on peut ainsi dire, d'avoir une reconnaissance, un respect pour l'employé et une relation. Le jeune qui a étudié en mécanique et lorsqu'il gradue, il veut travailler au niveau de la mécanique. Donc, il est conscient qu'il y a un apprentissage, mais c'est important qu'il soit bien formé et bien encadré et il peut développer des à côté avec les gens qui ont plus d'expérience et lui avec la nouvelle technologie, ainsi de suite, pour avoir cette facilité-là. Oui. Donc, c'est bon. Puis, une opportunité de progresser et devenir actionnaire et propriétaire de son propre commerce. Absolument, à la hauteur de son talent. Effectivement. Intéressant aussi de voir que la question de la main-d'œuvre, c'est souvent très théorique. Mais là, on voit des gestes très pratiques qui sont mis en place par des gens de l'industrie. On parle de l'AIA avec les démarches que vous avez faites, vous rapprocher des centres de formation. Vous avez Patrick qui est très actif aussi auprès de la relève, M. Saint-Pierre, très proche des jeunes, très proche de cette clientèle-là. Les réseaux aussi font des efforts. Il y a des coffres à outils qui sont disponibles au prix coûtant. Il y a des groupes aussi qui ont acheté beaucoup d'outils, des lots d'outils qui remettent en circulation dans les centres de formation entre les mains des jeunes. Et j'ai assisté à votre présentation lors de votre congrès en fin de semaine de vos boursiers. Vous faites des bourses chez NAPA. Puis j'appellerais ça une opération grande séduction. Là. Il y a un montant où les invités pour la fin de semaine, ils sont reconnus, ils sont chaudement applaudis. Ils sont mis en contact dans le réseau avec des propriétaires d'ateliers qui peuvent avoir des besoins. L'industrie est sensible à ça. Les réseaux font des démarches et ensuite, ça appartient à l'atelier de les accueillir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de créer un terreau fertile pour que ces jeunes-là prennent place. Explique-moi, c'est quoi la meilleure stratégie pour un propriétaire d'atelier pour faciliter l'intégration puis la rétention de ces jeunes-là? Bien, effectivement, il y a plusieurs activités au niveau des distributeurs et, comme tu mentionnais tantôt, au niveau des grandes entreprises pour faciliter l'intégration des jeunes. En fin de semaine, comme tu mentionnais, à notre congrès NAPA-Autopro, il y avait 12 personnes qui se sont méritées des bourses et le volet de charme que tu pouvais appeler, ça va être du speed dating, mais ça leur donnait l'opportunité d'être présents au congrès pour toute la fin de semaine, de pouvoir côtoyer des propriétaires d'ateliers, puis il y avait également des propriétaires ou des gérants de magasins, et ça leur permettait de mieux connaître ce côté-là, parce qu'un jeune aujourd'hui va poser plus de questions, puis on lui suggère également de poser des questions, d'être proactif, de ne pas gêner pour demander à l'atelier, OK, parfait, j'aimerais aller travailler chez vous, parce qu'on le sait un petit peu avec la pénurie de la main-d'œuvre, ils ont l'opportunité de pouvoir choisir l'atelier où ils peuvent travailler ou d'autres domaines. Fait que c'est important pour nos ateliers ou nos gens dans le milieu de bien les accueillir, comme on mentionnait tantôt, de bien les former, de bien les intégrer, et le jeune, lui, va demander c'est quoi votre plan de formation, comment vous allez m'appuyer, comment est-ce que je peux progresser chez vous et quelles facilités vous allez me donner. Puis c'est un bon mélange, comme tu mentionnais, avec le fait d'aller à des conventions, que d'autres entreprises font la même chose. Ça les permet de s'intégrer puis de mieux connaître. Puis ça donne un coup de main financièrement, bien évidemment, mais au moins on peut offrir des outils. Et tu mentionnais tantôt au niveau de Patrick Saint-Pierre qui chapeaute beaucoup notre côté au niveau de la relève pour l'OIA, la Division du Québec. On fait énormément de foires des étudiants, foires au stage qu'on appelle. Fait qu'il y a certaines écoles ou CFP qui nous donnent l'opportunité d'aller se présenter devant eux. Puis on 40 exemples, il peut y avoir 40 étudiants qui vont graduer ou ils recherchent un stage. Donc nous, en étant membre de l'OIA, on va se présenter puis on va aller offrir, leur démontrer que l'après-marché, voici ce qu'ils peuvent apporter. Puis on donne l'occasion également aux distributeurs, que ce soit NAPA, CarQuest, Uniselect ou d'autres, Canadian Tire, de venir sur place et eux de promouvoir. Puis ce qu'on recherche à ce moment-là, c'est d'avoir des installateurs ou des ateliers qui soient présents à ces événements-là pour interagir avec le jeune, pour essayer de leur expliquer ce qu'ils peuvent leur amener, parce qu'on est tous à la recherche là,
des employés oui, puis potentiels. ils sont sollicités de toutes parts, les concessionnaires, en fait, dans le domaine automobile. Ouais. C'est très intéressant. Ça demande aussi une grande ouverture d'esprit de la part des ateliers. Il faut qu'ils se fassent accueillir. On parle des femmes, de faire une place aux femmes. On en parle tout le temps, mais à un moment donné, il faut être sensible à ça, d'intégrer les femmes dans l'équipe. Toute la question de la part des travailleurs immigrants aussi, première ou deuxième génération. C'est pas la langue française et pas nécessairement leur langue familiale. Il faut démontrer une ouverture d'esprit, une certaine flexibilité pour laisser de la place à ces nouveaux talents-là aussi en tant que propriétaire, entrepreneur. Effectivement, c'est un excellent point, que ce soit au niveau de l'immigration, comme tu as mentionné, au niveau des dames sur le marché, au niveau des jeunes qui arrivent sur le marché. Puis ça peut être également quelqu'un qui a décidé de changer de vocation, puis peut être rendu à 40 ans ou peu importe l'âge, qui est allé se recycler pour devenir. Fait qu'on doit avoir une plus grande ouverture d'esprit pour accueillir ces gens-là et en étant dans une situation où on est à la recherche de bons candidats. Donc, peu importe le milieu d'où on vient et que ce soit un côté femme ou côté homme, les gens compétents, on est à la recherche de ces gens-là dans l'après-marché. Oui. On parlait des outils de rétention, puis c'est intéressant parce qu'on a une question de M. Molon. Selon vous, est-ce qu'on devrait offrir aux jeunes des stages rémunérés? Ça peut être une clé de solution. Ça ne s'applique pas nécessairement à tous les ateliers. Là. Bien, en fait, effectivement, nous à l'OIA, c'est sûr que nous, on préconise ou on conseille fortement au niveau de nos ateliers s'il y a une possibilité de donner un stage rémunéré ou lorsqu'ils prennent un étudiant en stage, bien, c'est lui donner les outils nécessaires pour bien performer et également un stage rémunéré, tout dépendant cette décision-là revient aux ateliers et devient leur responsabilité. Par contre, on le sait que dans certains domaines, c'est offert. Donc, si on veut attirer les gens chez nous, on doit mettre toutes leurs chances de notre côté pour donner l'opportunité aux jeunes de dire « Ah, si je vais travailler dans l'après-marché, il m'offre ça, puis ça m'aide à commencer, ou je suis rémunéré versus que j'ai peut-être l'autre opportunité. » dans un autre domaine si je ne suis pas rémunéré. Fait qu'on essaie de tout mettre les chances sur notre bord pour pouvoir attirer la crème de la crème. Oui. C'est difficile. Il y a beaucoup de pression sur l'employeur. Il y a énormément de pression sur l'employeur pour des ateliers où les marges ne sont pas nécessairement très élevées. Ça travaille fort des longues heures pour des marges qui sont minces. Mais tu disais aussi, il y a des trucs, tu sais, il y a des gestes qu'on peut poser pour fidéliser, attirer cette clientèle-là, que ce soit de prévoir une salle pour les employés, des uniformes identifiés au nom du technicien. Ouais. Il peut y avoir des petits gestes pas nécessairement coûteux, mais qui vont permettre de faire de la rétention aussi. Effectivement, nous, ce qu'on conseille fortement à nos gens, on appelle ça plus un investissement qu'une dépense. Donc, si tu investis dans la relève, si tu souhaites la bienvenue à ta personne, tu le coaches bien, oui. Ça va être un plan de carrière pour lui. Il va rester plus longtemps avec toi, il va t'aider à progresser. Ça peut être des choses, comme tu as mentionné, aussi simples qu'avoir une petite cafétéria ou une salle pour eux qui puissent une pause repos ou pendant l'heure du lunch. Oui. Ça peut être au niveau des uniformes, ça peut être de leur fournir des outils sans nécessairement leur donner les outils, leur donner un prêt ces outils, les aider à débuter lorsqu'ils sortent des études. Oui. On parle beaucoup aujourd'hui au niveau travail-famille, des heures flexibles. C'est certain qu'il faut bien servir la clientèle, mais est-ce qu'on peut s'adapter à certains endroits? Il faut rendre notre marché plus jazzé, plus sexy, comme on peut dire, pour accueillir les jeunes puis leur dire, venez travailler dans l'après-marché, c'est une belle opportunité de poste immédiatement et pour une carrière. Oui. Tu as soulevé un point très intéressant en pré-entrevue avant qu'on commence le webinaire tout à l'heure. Tu disais, dans le fond, tes employés, c'est probablement tes meilleurs ambassadeurs pour le recrutement. De bouche à oreille, un jeune gradué qui va rentrer dans un atelier, il va avoir tous ses amis. Puis comment ça va dans tel atelier? Hey, c'est le fun, regarde, j'ai mon uniforme, puis il met sa photo sur Facebook. Nouveaux équipements modernes. Ils m'ont donné une petite bourse, là, ils m'ont donné un pourcentage là, de mon salaire, là, une bonification pour aller chercher des outils. C'est beaucoup de ça aussi. Tu disais que de bien traiter ses employés, c'est d'ouvrir la porte à des nouveaux talents aussi. Effectivement, surtout comme on parlait tantôt, au niveau d'une pénurie de la main-d'œuvre présentement. Si on a quelqu'un qui est heureux puis satisfait de travailler pour telle compagnie ou tel atelier, que ça fait 15 ans où il est nouveau, bien lui, il va en parler à d'autres. Les autres personnes vont être intéressées à pouvoir voir pour aller travailler dans le même domaine que lui ou dans le même atelier. Donc, c'est du bouche à oreille, puis ça devient des ambassadeurs, comme on veut avoir des
ambassadeurs pour amener la clientèle, mais si on est à la recherche, puis quelqu'un réfère quelqu'un, donc on est en confiance qu'il connaît, puis ça nous permet de progresser. Puis à certains endroits, même si ça peut être quelqu'un qui gradue de Laval, puis dans notre réseau, quelqu'un recherche quelqu'un en Abitibi, puis cette personne-là est prête à aller travailler en région, bien, on partage aussi également les gens qui sont potentiels et qui veulent progresser dans le réseau. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas un besoin dans tel atelier à Laval, mais il peut y en avoir un autre. Donc, avec le réseau, bon, on est en mesure de référer et tout en étant des ambassadeurs pour l'un et l'autre. Puis tu n'excluais pas non plus l'idée tantôt, puis je trouve ça original, d'une petite bonification. Tu me trouves quelqu'un, là, on va te donner... Bien, le programme qu'on appelle le programme de référence ou le programme de suggérer un nom, quelqu'un pour qu'il puisse venir travailler, mais ça, c'est un incentive davantage pour l'employeur et l'employé également de dire, OK, moi, je connais quelqu'un, puis habituellement, c'est sûr qu'il y a un bout de probation au début, mais ça permet tout le monde travaille, puis la relève, on sait que c'est un mécanicien ou une personne semi-technique ou un commis-comptoir. S'il y a une expertise, on ne peut pas juste arriver puis demain matin exercer ce métier. Fait qu'il y a une formation à avoir, puis régresser, puis il faut, au niveau de la fidéliser nos clients. Ça va de pair. Ça va de pair. Il y avait un sujet, le deuxième sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est après discussion, on appelle ça le réflexe vendeur. On a l'impression des fois qu'il y a de l'argent qui dort dans les ateliers. La période de pneus d'hiver s'en vient. C'est une période compacte, encore pire l'année prochaine quand les dates vont être raccourcies. Le temps de faire l'inspection. Comme je te disais tantôt, rarement quand je vais dans un atelier, on me pose des questions. Bon, est-ce que c'est ton véhicule à toi ou c'est une location? Est-ce que tu vas le retourner bientôt? Est-ce que tu fais beaucoup de kilométrage? Est-ce que tu veux garder ton véhicule longtemps? Rarement, on me pose ces questions-là. Et quand c'est le temps de faire les travaux, rarement, on va me proposer des qualités de pièces. On va me mettre des pièces standards sans me poser la question, sans savoir qu'est-ce que je veux faire de mon véhicule. C'est quoi les trucs? Vers où un bon conseiller technique, c'est quoi les réflexes qu'il devrait avoir quand le client rentre dans l'atelier? Bien, en fait, le conseiller technique ou la personne qui travaille au comptoir, c'est la personne clé au niveau pour l'accueil du client. Lorsque le client arrive dans l'atelier, c'est sûr, l'image de l'atelier, c'est attrayant, puis ça donne confiance au client. Puis lorsque la discussion qu'il y a au niveau du conseiller technique, c'est sûr qu'on demande à notre conseiller technique, l'aviseur technique ou au propriétaire, lorsqu'il rencontre le client, c'est d'aller voir quel est le besoin du client. Donc, nous, on a tout avantage d'exprimer au client, de dire, on va faire un diagnostic sur votre véhicule, voici les travaux que nous devons exécuter. Il y a certains travaux qu'on doit exécuter rapidement. Il y en a d'autres que peut-être qu'on va prendre un rendez-vous, s'assurer de faire un suivi pour qu'ils puissent revenir. Mais c'est important, comme tu mentionnes, tu as peut-être vécu des mauvaises expériences, mais c'est important d'aller voir quels sont les besoins du client. Puis on dit au client, suite au diagnostic, voici ce que votre véhicule, qu'on a besoin des travaux à faire. Il n'y a rien de plus frustrant pour un client qui va à un endroit, il fait faire ses changements d'huile, changement de pneus, il part, puis un mois après, il arrive un incident où ses freins auraient besoin d'être changés. Mais lui, le réflexe du client, dit bien, pourquoi il ne me l'a pas posé? Donc, nous, on essaie de sensibiliser davantage à nos gens. Puis, je vous dirais, la majorité le font de plus en plus, c'est de dire voici ce qu'on a identifié, puis voici ce qu'on vous suggère. Donc, le client prend une prise de décision, mais c'est nous, on doit jouer en tant que professionnel, puis le laisser savoir. Mais ça, on disait, les temps changent aussi. Les gens n'ont pas le temps de faire 3 places, faire entretenir leur véhicule. Ils ont aussi, il y a des vieux préjugés au niveau des ateliers mécaniques. Là, vous avez tous les outils pour le faire. L'après-marché a tous les outils pour faire un suivi de client efficace. On a la fiche du client, on peut avoir vraiment l'état de santé du véhicule, on peut donner des rendez-vous, on peut faire un diagnostic. On voit ça, on commence à voir ça dans les ateliers de toutes les bannières. Un diagnostic, pas un diagnostic, mais vraiment une inspection numérique sur des tablettes où on peut visuellement montrer au client, regarde, voici ce qu'on devrait changer tout de suite pour des raisons de sécurité. Je ne voudrais pas te laisser partir en bonne conscience de mécanicien et te laisser prendre la route avec un véhicule dans ces conditions-là. Ça, c'est un entretien régulier pour la prochaine visite et ça peut attendre. Et le reste, mets ton véhicule vraiment, là, bonne condition, bon investissement, ça vaut la peine de mettre de l'argent dedans. Ils sont là, les outils. C'est vraiment, on peut comprendre que la période de rush, la période de pointe, là, pendant les pneus, c'est une chose, mais de monter un programme d'entretien, c'est possible.
avec les outils technologiques qu'on a aujourd'hui. Effectivement, comme tu mentionnes, une photo vaut 1000 mots. Aujourd'hui, avec les diagnostics, avec au niveau de la tablette, puis tout, là, tu peux présenter au client, voici ce qu'on a fait comme inspection de votre véhicule. Puis le client, je vous dirais qu'il y a un niveau de confiance de plus en plus aujourd'hui parce qu'il voit vraiment les travaux qu'il a à faire à son véhicule immédiatement. Donc, une prise de rendez-vous ou l'autre après l'achalandage, mais on peut céduler. Puis nous, c'est à nous d'être proactifs, de s'assurer de faire un bon suivi avec le client, puis lui dire, OK, est-ce qu'on peut céduler une prise de rendez-vous dans 2 mois, parce que ce n'est pas prioritaire pour ça, mais je vais faire tel entrepôt, quel entretien pour votre véhicule immédiatement. Par contre, si les freins sont encore bons, bien, peut-être dans 2 mois, on peut vous pouvez revenir, puis on va faire les travaux à effectuer après l'achalandage, mais pendant ce temps-là, vous êtes sécuritaire de utiliser votre véhicule. J'aime cette approche-là de prise en charge. De dire, regarde ton véhicule, là, on a les techniciens, on a la formation, on a les outils, on va avoir le temps de s'en occuper, on s'en occupe. Tu sais, tu n'as pas à te casser la tête. Une question, les gens qui magasinent des services d'entretien magasinent une paix d'esprit aussi. Puis si le mécanicien, le technicien peut lui proposer une solution comme ça, un programme, c'est beaucoup plus réconfortant que de penser, je vais y aller, s'il y a un bruit, je vais y aller. Ce qui est souvent trop tard, puis là, c'est des réparations beaucoup plus dispendieuses. On a parlé de bonifier les ventes au niveau de ce qui se passe dans les ateliers. On nous a demandé aussi des stratégies pour les magasins. Les magasins de pièces ont des représentants. C'est partout pareil. Ils ont des équipes volantes de représentants qui vont sur le terrain. Traditionnellement, il y avait leur run. Après une game de hockey, il allait jaser café avec ses 4 amis autour. Je taquine ces représentants-là. On peut être plus stratégique, je crois, aujourd'hui. Oui, je vous dirais aujourd'hui, on a parlé tantôt au niveau de l'achalandage, au niveau la capacité de bien servir le client. Donc, les entrepreneurs et les ateliers mécaniques ils ont des journées, des 8-10 heures, le travail qu'ils font. Donc, nous, dans l'industrie de l'après-marché, on veut s'assurer que lorsqu'un représentant va visiter un atelier, prenne un rendez-vous avec le propriétaire de l'atelier, cédule un atelier, planifie les sujets à discuter, un objectif précis de cette visite-là, qui peut se mesurer et faire un suivi par la suite. S'il va rencontrer un atelier pour lui présenter les nouvelles promotions qui s'en viennent ou les nouvelles pièces ou ainsi de suite, mais de s'assurer de prendre le temps puis de s'assurer que le propriétaire est disponible pour que lui puisse venir présenter ça. Et également, pendant cette visite-là, il va discuter de voir c'est quoi les besoins également de l'atelier. Puis on a aussi dans certains distributeurs et avec des manufacturiers, il y a des gens qui sont spécialisés au niveau des lignes de produits. Fait qu'eux également accompagnent le représentant lors de ces visites-là pour céduler par la suite des cliniques de vente pour leurs mécaniciens et les aviseurs techniques pour les sensibiliser davantage au niveau des produits, la qualité de nos produits, tout l'aspect technique. Comme ça, ils sont plus familiers et lorsqu'ils rencontrent le client, bien, il est plus en mesure de vendre au client ou de faire des suggestions au client parce qu'il a appris un peu plus au niveau des lignes de produits. Il y a un côté formation, parce qu'avec l'information qu'on a du marché, avec les données qui peuvent être prises au niveau des ventes des ateliers, on peut voir les pièces qui sont retournées, on peut voir les livraisons qui sont en retard, on peut voir des baisses aussi dans certains sous-segments, de dire, oups, par rapport aux autres, tu es un peu plus bas, je ne comprends pas pourquoi, tu sais que tes voisins en font beaucoup de suspension, toi, tu n'en fais pas, pourquoi? Est-ce que c'est un peu un processus de formation continue par le truchement des fournisseurs ou, comme vous dites, là, comme tu dis, de tes représentants là, de bannière. Effectivement, tous nos gens ont ces outils-là au niveau des rapports. On a les rapports de vente, les achats qu'ils font au centre de distribution, dans les lignes de produits. Si jamais il y a une baisse de 15 exemple, dans les freins, puis il n'y a pas une baisse d'achalandage, donc c'est important que le représentant ait rencontré le propriétaire pour voir est-ce que cette baisse-là est reliée à nos produits, est-ce qu'il l'achète à un autre fournisseur, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit apprendre un peu plus au niveau des produits pour le sensibiliser, pour s'assurer. Il y a également au niveau des retours de pièces, des fois le pourcentage peut être plus élevé avec un atelier versus un autre. Mais peut-être que la personne retourne les pièces parce qu'elles sont mal installées. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'une clinique et des experts au niveau de la ligne de produits pour sensibiliser la clientèle pour mieux l'adresser selon les rapports. Parce que je pense qu'il y a des gens qui retour, le pourcentage de retour, sauf que chaque retour, c'est un client insatisfait qui revient dans l'atelier. Effectivement. Ce que tu viens de m'installer, ça ne marche pas. Fait que, il ne faut pas sous-estimer l'importance de faire un suivi là-dessus. Effectivement. Puis ça, je parlais avec un propriétaire de magasin de pièces, puis il me disait, écoute, nous, on a commencé quelque chose de très de base. On a vraiment fait le ménage, les ventes, par rapport au nombre de visites. Puis on s'est rendu compte qu'on faisait bien des visites là, mais qu'avec nos gros clients,
tu sais, des fois, venant de sources peut-être un petit peu plus insoupçonnées, des industriels ou quoi que ce soit, on ne faisait pas de visite là. Fait qu'on a recalibré nos visites selon les budgets qui nous consacraient au niveau des achats qu'ils faisaient auprès de nous. C'est pas nécessairement compliqué. On peut y aller avec une approche très simple pour commencer, puis ensuite y aller d'une façon plus ciblée. Effectivement, chaque magasin de centre de distribution a une base de clientèle d'installateurs dans son rayon. Donc, le représentant, il y a une base de clients qu'il doit aller voir. Comme on mentionnait tantôt, avec une bonne planification de visite, de voir les besoins, l'analyse de rapport, il devrait offrir le même service à l'ensemble de ses clients. Dans certains cas, le client, ça peut être des fois des visites de courtoisie ou de relation, de s'assurer que tout va bien, mais la majorité du temps, on préfère que la visite soit avec un objectif mesurable et un excellent suivi. Oui. On parlait tantôt de la promotion, de s'assurer que tout le monde est bien couvert, puis on répond bien aux besoins de nos ateliers. Certains ateliers vont peut-être avoir besoin d'un support supplémentaire au niveau de la clinique de vente. D'autres, ça va être juste de mieux connaître les nouveaux produits qu'on introduit. Fait que c'est important d'offrir ce support-là à nos ateliers. Mais je trouve ça intéressant parce que tout ça se décline jusqu'au client. Je te parlais, moi, d'un besoin de suspension. Ils disent, écoute, c'est pas urgent. Ils me rappellent 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, en disant, écoute, il y a une promotion sur les pièces de suspension. Je te donne un rendez-vous la semaine prochaine. Oui, j'arrive. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quelque part, un représentant du fournisseur, lui expliquer la promotion à venir, lui a fait 1 et 1 font 2. J'ai des clients qui ont des besoins au niveau des suspensions. Ils sont sur ma liste, je les contacte avec une offre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça où tout le monde est gagnant. Le client est content parce qu'il profite d'une offre. Et puis, évidemment, le magasin vend des pièces et l'atelier va faire l'installation. Effectivement, c'est un travail d'équipe dans un tout, effectivement. Tu n'es pas sans savoir, André, parce que vraiment, tu supervises tout ce qui se passe dans l'après-marché par le truchement de ton rôle à l'AIA. Ça bouge beaucoup en mécanique. Dans l'après-marché en général, centres de pneus qui font de la mécanique, les ateliers de carrosserie qui font un peu de mécanique, la mécanique qui va faire de l'esthétique. Moi, j'ai un atelier de mécanique. Où est mon avenir? Est-ce que c'est dans la diversification de l'offre? Est-ce que je devrais me concentrer sur mes forces? C'est ton point de vue personnel. Mon point de vue personnel à ce niveau-là, c'est avec les nouvelles technologies, la reprogrammation, les voitures électriques, il y a encore beaucoup de potentiel pour l'après-marché. On va toujours avoir dans l'entretien mineur qu'on peut appeler changement d'huile, changement de pneus, des freins. Peut-être que si vous avez une voiture hybride, les changements de freins vont être une fréquence prolongée. Par contre, il va y avoir des capteurs de caméras de recul, toute la nouvelle technologie qui embarque, ainsi de suite. Puis les jeunes qui étudient au niveau de la formation, qui apprennent ce volet-là. Donc, il y a un créneau qui va demeurer au niveau de l'aspect mécanique. Il y en a certains des ateliers qui se diversifient également, que ce soit l'aspect esthétique, l'aspect au niveau des vitres d'auto, ainsi de suite. Par contre, il y a encore beaucoup de potentiel à développer. Puis, bien évidemment, le défi, c'est d'être à la page de la nouvelle technologie, d'être prête on est déjà dedans, là, mais il y a plusieurs autres opportunités qui vont se présenter. Fait qu'en en maintenant la spécialité de l'entretien mécanique, on va avoir toujours un beau créneau pour avoir de l'avenir dans l'après-marché. Oui. Parce que la définition de l'entretien mécanique est très large. Je regarde les véhicules, là, même d'entrée de gamme, aujourd'hui, caméras de recul, les détecteurs d'angle mort et tout ça. Quand ça va arriver à la période après la garantie du constructeur, ça va rentrer dans les ateliers. Il faut que les ateliers soient prêts à réparer ça. Là. Effectivement, puis on parlait au début au niveau du diagnostic, il y a des fois que ce n'est pas un changement de pièce, mais une reprogrammation à faire sur le véhicule. Donc, ça l'amène d'autres niveaux de travaux à faire sur le véhicule sans nécessairement changer une pièce. Oui. C'est bon. Et pour aider à l'intégration de ces technologies-là dans les ateliers, soutenir ce développement-là pour aller vers l'avenir, nouvelles ressources, des talents, des jeunes talents, parce que de rentrer un jeune qui est plus techno dans un atelier très conservateur, où ta moyenne de technicien est de 52 ans, c'est un plus. Là. Effectivement. C'est vraiment une planche, c'est un tremplin vers l'avenir. Effectivement, c'est un tremplin, puis c'est un complément avec l'équipe qui est en place, l'expert au niveau de la mécanique, puis un jeune qui arrive avec la facilité au niveau de la technologie, ainsi de suite, puis il arrive, pour lui, c'est un défi, puis lui peut aider le côté haute technologie dans l'atelier, et ceux qui ont plus d'expérience au niveau de changement de frein, ainsi de suite. Mais là, c'est un travail d'équipe, chacun apprend, puis c'est un service que l'atelier offre davantage aux clients, parce que c'est un gain pour l'entrepreneur également. C'est des heures facturables aussi. On facture les pièces, puis c'est sûr qu'il y a de la pièce de remplacement. La pièce d'usure, il y en aura toujours. Mais de facturer du temps de diagnostic, de reprogrammation, c'est un revenu aussi important là, pour les ateliers. Effectivement. Puis des fois,
sans faire une comparaison, on compare ça aussi avec un dentiste. Lorsqu'on va sur notre visite de dentiste pour un nettoyage, des fois, le nettoyage, ça peut être simplement une visite. Par contre, il peut y avoir un plombage, il peut y avoir une carie, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent se rajouter. Donc, le dentiste nous fait une suggestion. En tant que patient, c'est nous qui décident. Donc, au niveau de la mécanique, c'est un petit peu ça aussi. On veut analyser les besoins au niveau de changement de pièces sur le véhicule, mais dans la programmation, comme on dit. Puis, on explique aux clients, voici ce qu'on a découvert sur votre véhicule. Ça demeure votre décision, mais on est là pour vous conseiller pour votre sécurité et l'entretien de votre véhicule pour qu'il puisse durer plus longtemps et avec un bon programme de garantie, bien évidemment. Oui. Mais si on revient sur la question de l'écoute, de poser les bonnes questions à son client, de le fidéliser, je pense qu'il va poser les gestes aussi pour entretenir son véhicule. Effectivement. Il va se sentir en confiance, il va avoir une confiance avec toi, puis ça va être mieux pour les deux parties. Exactement. Parce que les voitures vieillissent, mais on les garde plus longtemps, donc ça vaut la peine de les entretenir. Le parc ne rajeunit pas au Québec. Le parc encore, on a une moyenne de 9,6 ans d'âge sur le parc automobile, donc il y a encore des véhicules qui ont beaucoup de kilométrage, puis les gens veulent garder leurs véhicules qui sont en bon état, mais ils ont besoin d'être entretenus et un bon programme d'entretien. Parfait. Bien, écoute, André, merci beaucoup de ton temps, merci de ta générosité, merci de tes réponses. On a fait le tour des questions. Y avait-tu des éléments, toi, sur lesquels on a fait un survol trop rapide, sur lesquels tu voulais revenir? Bien, en fait, non, je te remercie de l'invitation. Ça fut fort intéressant. On a touché à plusieurs volets de notre industrie. Puis, on a débuté la discussion au niveau de ce que l'AEA peut faire, au niveau de travailler conjointement avec les centres de formation, la relève. Puis, c'est sûr que nous, on demande également à nos ateliers de prendre l'initiative de se rapprocher au niveau de leur propre centre de formation dans leur secteur. Comme on mentionnait tantôt au niveau des programmes de référence, si on se rapproche des centres de formation, tout le monde va en bénéficier dans l'après-marché. Puis il y a également de bons jeunes là, qui s'en viennent sur le marché du travail puis qui vont nous aider à continuer de progresser dans l'avenir de l'après-marché. Oui. Juste comme on concluait, on a une question qui vient de rentrer de l'extérieur. L'avenir, une porte, deux portes, trois portes ou un, deux, trois ateliers? Excellente question. Je vous dirais, c'est sûr, il y en a qui réussissent bien avec 2 portes, il y en a qui ont 4 portes d'atelier. C'est sûr, au niveau de la gestion, si une personne peut être apte à gérer 2 ateliers, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est là qu'on parlait tantôt au niveau de relève, où on parlait de bras droit ou d'avoir quelqu'un de confiance, parce qu'en ayant 2 ou 3 ateliers à gérer, ça prend une équipe solide pour avoir des gens de confiance dans les ateliers lorsque le propriétaire n'est pas présent. Je vous dirais, il n'y a pas rien qui empêche les gens d'avoir un 2 portes puis bien réussir ou un 5 ou 6 portes puis bien servir le client. Et si l'opportunité se présente, comme ça arrive à certains endroits, que la personne a 2 ateliers à gérer, mais habituellement, il y a un partenaire avec lui, puis ça lui donne les opportunités, puis ça développe le côté d'entrepreneurship de nos gens également. Oui. Parce qu'on voit des belles réussites, des bons gestionnaires qui on le voit en carrosserie, 2 ou 3 ateliers, parce qu'il dit, si j'ai une formule gagnante dans un, je vais essayer de l'implanter dans l'autre. Et ensuite, c'est d'avoir des gens de confiance qui vont voir s'assurer, veiller au grain que la politique est bien suivie. Là. Effectivement, en ayant des gens de confiance, en ayant des gens compétents, et on préconise autant dans le sport que dans le travail, en ayant une bonne équipe, on peut faire beaucoup de millage avec ça. C'est bon. Mais écoute, on a fait le tour des questions. Je te remercie beaucoup encore de ta présence aujourd'hui. Pour les gens qui nous suivent, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Vous rappelez que l'intégrale de la diffusion du webinaire va être en ligne dans les prochains jours sur la plateforme autosphère.ca. Je vous remercie puis je vous donne un rendez-vous à la prochaine.